Bien, alors bonjour mes élèves de troisième. Bon, face à tous les soucis qu'il y a eu avec la classe virtuelle, j'ai décidé d'enregistrer le cours. Donc c'est un peu la synthèse par rapport à tout ce que vous avez fait en autonomie avec les documents que je vous ai envoyés. Donc dans un premier temps, l'idée c'est qu'à la fin de cette leçon, vous ayez euh, un nouveau support pour mémoriser l'ensemble de ce thème sur la décolonisation. Donc je vous invite à prendre une feuille et à tracer une ligne du temps qui irait de 1940 à 1970. Et au fur et à mesure, on va compléter cette frise chronologique. Alors, la décolonisation, elle commence de 1945 jusque dans les années 70, même si ça a perduré un petit peu par la suite. Et on peut donner deux grands repères. Alors, premier repère, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 1945 jusqu'à 1955, c'est plutôt la décolonisation de l'Asie. Et ensuite, de 1955 aux années 70, ça va plutôt concerner la décolonisation de l'Afrique. Donc, dans un premier temps, on va se questionner pourquoi la décolonisation, elle commence après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 4 facteurs à cela. Premier facteur, les deux grands... je recommence. Premier facteur, oui, les deux grandes puissances coloniales, les deux grands pays qui ont un énorme empire colonial, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France, sortent très affaiblis de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, deuxième raison, on est dans le contexte de la guerre froide. Or, les deux principaux leaders de la guerre froide, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, sont chacun opposés à la colonisation. Les États-Unis parce qu'eux-mêmes sont une ancienne colonie et que donc ils disent on n'a pas envie de faire subir à d'autres ce que nous-mêmes nous avons subi. Et l'URSS parce que ce n'est pas conforme à l'idéologie communiste. Troisième raison, en 1945, on l'a déjà vu ensemble, c'est la création de l'ONU. Chaque pays, lorsqu'il obtient son indépendance et devient donc un État indépendant, un vrai État, il rejoint l'ONU et là, il en profite pour s'exprimer devant le monde entier et dénoncer la colonisation. Donc plus on avance dans le temps, plus il y a des pays qui viennent d'obtenir leur indépendance et qui s'expriment au nom de ceux qui restent toujours colonisés. La quatrième et dernière raison, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les colonies ont participé à la guerre pour lutter contre le nazisme, pour défendre l'idée de liberté. Par exemple, on a vu qu'en France, sur le territoire français, on avait les FFI et les FFL, Forces françaises de libération, pour l'essentiel, sont composées de troupes formées par des gens des colonies. Eh bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces personnes qui ont lutté pour la valeur de la liberté vont demander cette liberté pour eux-mêmes. Donc je reprends 4 raisons qui expliquent que la décolonisation, elle commence en 1945. Les grandes puissances coloniales sortent affaiblies de la guerre. Les deux leaders de la guerre froide sont opposés à la colonisation. L'ONU, créée en 1945, devient une tribune mondiale pour défendre l'indépendance. Quatrième raison, les colonies qui ont défendu la liberté pendant la guerre vont demander cette liberté pour eux-mêmes. Bien, donc là on a vu les raisons de la décolonisation. Maintenant les formes de la décolonisation. Il y a deux grandes formes de décolonisation. Soit par la négociation, par exemple l'Inde en 1947, soit par le conflit, exemple l'Algérie en colonie française. Alors, l'Algérie va connaître un conflit armé qui va aller de 1954 à 1962.
guerre d'Algérie. Et donc, je vous propose qu'on va étudier plus en détail ce conflit algérien qui a eu des répercussions sur la vie politique française. Première question, pourquoi les Algériens demandent la décolonisation en 1954? Pour des raisons politiques et économiques et sociales. Raison politique, ils voient que de plus en plus de colonies obtiennent leur indépendance et donc eux aussi, ils veulent l'obtenir. Raison économique et sociale, c'est une société en Algérie très inégalitaire. Les Algériens vivent dans des conditions très inférieures par rapport aux Européens qu'ils côtoient en Algérie. La majorité sont analphabètes, n'ont pas accès aux soins, vivent dans des conditions très défavorisées. Pour ceux qui vivent en ville, beaucoup vont vivre dans des bidonvilles. Pour ceux qui vivent, et qui sont la majorité, qui vivent à la campagne, ils vivent avec de toutes petites exploitations agricoles, avec un matériel agricole encore très peu mécanisé. Et ils côtoient 1 million d'Européens, qui pour la majorité sont des Français, qui eux sont à 100% alphabétisés, qui ont accès aux soins, à la vaccination, qui vivent majoritairement dans des villes côtières. Là, ils vont exercer les métiers soit d'artisans, de commerçants ou d'employés. Et quelques Européens vivent à la campagne, et là, par contre, ça va être de très grands exploitants agricoles. Donc, ils vont demander plus de justice, et pour eux, la justice, ça va s'obtenir par le fait que l'Algérie obtienne son indépendance. Pourquoi le gouvernement français refuse cette indépendance alors qu'en 1956, il va l'accepter pour le Maroc et la Tunisie. Donc vous voyez, hein, en 1954, on rentre dans le conflit algérien. Or, 2 ans plus tard, la France donne l'indépendance à 2 pays voisins de l'Algérie. Eh bien, la raison, c'est c'est ce fameux 1 million d'Européens qui vivent en Algérie. Il n'y a pas l'équivalent au Maroc et en Tunisie. Et le gouvernement français subit des pressions de la part de ce 1 million d'Algériens. Et l'Algérie, c'est vraiment la colonie emblématique de son empire colonial. Maintenant, ce 1 million d'Algériens, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de l'indépendance? Parce qu'ils ont bien conscience que si l'Algérie l'obtenait, certainement qu'ils seraient contraints de quitter ce territoire et donc perdraient toute la source de leur richesse. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre dans leurs valises les terres des grandes exploitations agricoles, ni le petit commerce, ni le petit artisanat, etc. Donc, ça, c'était les raisons du conflit. Maintenant, les caractéristiques de ce conflit. Il y a 3 caractéristiques de ce conflit. 1, c'est une guerre de guérilla. Les Algériens sont pauvres. Ils ne peuvent pas mettre en place une armée étatique traditionnelle. Donc, les combattants du FLN, Force de libération nationale, c'est-à-dire c'est le mouvement indépendantiste algérien, eh bien ces troupes se cachent dans la montagne et tout d'un coup elles sortent de la montagne, elles viennent faire une attaque ponctuelle et elles repartent se cacher dans la montagne. Donc la guérilla c'est ça, c'est des attaques ponctuelles. Ça c'est la première caractéristique de ce conflit. Deuxième caractéristique, c'est une guerre sale. Guerre sale parce qu'il y a eu usage de la torture des 2 côtés, côté algérien, côté français. Troisième caractéristique, du côté de la France, on a utilisé non seulement l'armée française, mais on a fait aussi appel à des jeunes appelés, c'est-à-dire des jeunes garçons qui faisaient leur service militaire. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas fait le choix de faire la guerre. Ils ont eu la malchance, entre guillemets, d'être dans la classe d'âge concernée par ce service militaire.
le conflit s'enlise, c'est-à-dire que sur le terrain, l'armée française est la plus forte, elle gagne. Sauf que tout le contexte géopolitique extérieur pousse la France à admettre qu'il faut qu'elle donne l'indépendance. Et le gouvernement français ne parvient pas à prendre cette décision. En effet, on est depuis 1946, on est jusqu'en 1958, on est sous la 4e République. Et cette 4e République, il n'y a pas de pouvoir exécutif fort. Donc on n'a pas un gouvernement qui parvient à prendre cette décision d'accorder l'indépendance. Et face à cette situation qui commence à devenir très compliquée, eh bien on va demander à un homme de revenir à la vie politique. Cet homme, c'est Charles de Gaulle. Je refais un tout petit retour en arrière. Lorsque, en 1946, ici, on a adopté une nouvelle constitution, celle de la 4e République. Cette constitution, elle ne plaisait pas à Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle s'est retiré de la vie politique. De 1946 à 1958, il n'est pas présent. Et en 1958, il accepte de revenir à la vie politique pour résoudre le conflit algérien, mais à une condition. Cette condition, c'est rédiger une nouvelle constitution. Donc en 1958, j'ai à nouveau une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, elle va donner naissance à la 5e République. Donc cette 5e République, on l'étudiera en EMC. Donc Charles de Gaulle va avoir encore besoin de 4 ans pour résoudre le conflit algérien. Alors maintenant, les conséquences de ce conflit algérien. Le 18 mars 1862 sont signés les accords d'Évian qui signent l'arrêt des combats. Cet arrêt des combats, il est effectif le 19 mars 1962 et là, l'armée française a pour ordre de ne plus combattre. Et elle va même... donc ça veut dire que le 1 million de Français qui est présent en Algérie n'est plus protégé. Et des massacres vont commencer par le FLN. Donc ce 1 million d'Algériens, il n'a pas le choix. Ils vont quitter précipitamment l'Algérie pour aller en France. Attention, je n'ai pas dit rejoindre la France parce que la grande majorité ne connaissent rien de la France. Ça fait plusieurs générations que leur famille est installée en France. Et donc, ils partent en mettant quelques affaires dans les valises. Donc c'est un traumatisme pour eux. Et ils arrivent dans un pays, la France, qu'ils ne connaissent pas et qui ne veut pas d'eux. Qui ne veut pas d'eux parce qu'on les rend responsables de ces 8 années de guerre et notamment aussi d'avoir envoyé au front ces jeunes appelés qui faisaient leur service militaire. Et donc on va à ce moment-là leur donner un surnom très péjoratif. On va désormais les appeler les pieds noirs. Pieds noirs, c'est pour mettre en évidence, c'est pour les rabaisser. Pieds noirs, c'est ceux qui marchent sans chaussures. En effet, selon les Français, ils viennent d'un pays un peu sauvage, d'où les pieds noirs, et ça les rabaisse aussi économiquement, ne portent pas de chaussures, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures. Donc pieds noirs, c'est vraiment un terme très péjoratif. Deuxième drame, c'est que pendant ce conflit, il y a des Algériens qui avaient combattu aux côtés des Français. Alors, la grande majorité d'entre eux, ils ont combattu aux côtés des Français, pas réellement
par choix politique. La majorité, souvenez-vous, ils sont analphabètes, ils n'ont pas réellement une lecture politique des choses. Mais ce qu'ils voient, c'est que par contre, régulièrement, il y a des hommes du FLN qui descendent de la montagne, qui viennent dans leur village et qui leur demandent de donner à manger aux troupes du FLN. Le problème, c'est que c'est des paysans qui sont très pauvres et qui ont déjà beaucoup de mal à nourrir leur propre famille. Et lorsque l'armée française leur propose une arme, un fusil, ils vont accepter cette arme, non pas spécialement pour que l'Algérie reste française, mais pour permettre à leur famille de continuer de survivre. Le 18 mars 1962, arrêt des combats, l'armée française vient récupérer l'arme confiée à ces hommes qu'on appelle des harkis. Et donc, ces harkis n'ont plus les moyens de se défendre du FLN. La très grande majorité d'entre eux va être assassinée. Il y a quelques militaires français qui ont été choqués, qui ont considéré que l'État français n'avait pas pris ses responsabilités, qu'il aurait dû venir au secours de ces hommes. Et donc, il y a quelques militaires français qui ont désobéi et ont permis à ces harkis de traverser la Méditerranée. Donc, lorsqu'ils arrivent en France, alors eux, ils sont encore moins bien attendus que les pieds noirs. Ils vont être parqués dans des camps, ceux qui avaient servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Juifs ou les résistants. Et ils vont mettre beaucoup de temps à pouvoir s'insérer dans la société française. Alors on a quelques contre-exemples. On en a un à Is-Sortir où on a eu un camp qui est aujourd'hui sur l'emplacement de l'entreprise Cordier. Donc là, vous voyez que finalement, ils étaient quand même relativement proches de la ville d'Is-Sortir. Donc les enfants pouvaient rejoindre l'école à pied, qui est aujourd'hui la bibliothèque. Les papas, tous les jours, il y a un camion de l'ONF qui venait les chercher pour aller travailler dans la forêt. Et les mamans, elles restaient dans le camp pour faire des travaux de couture. Donc le camp de Is-Sortir était d'abord un petit camp, et c'est plutôt un camp où l'intégration a été plus rapide dans le reste de la société française, a été plus rapide que dans d'autres exemples. Alors quand on a vécu 8 années de guerre, et bien entendu, les relations qui vont exister ensuite entre l'ancienne colonie, l'Algérie et la France, restent encore aujourd'hui très tendues, parce que c'est difficile d'oublier 8 années de guerre. Alors vous voyez le cours, je suis partie à l'échelle mondiale, ensuite j'ai pris un exemple particulier, celui de l'Algérie, et je recontextualise, je repars à l'échelle mondiale. Alors, progressivement, chacun des pays qui obtient son indépendance va aller s'exprimer à l'ONU pour défendre la cause de ceux qui ne sont toujours pas colonisés. Et progressivement, ces pays vont s'organiser et vont former ce qu'on appelle le tiers-monde. Le tiers-monde, c'est-à-dire le troisième monde. Je vous rappelle qu'on est dans le contexte de la guerre froide. Donc on considère qu'à côté du bloc de l'Est et de l'Ouest, il y a un nouveau monde qui est en train de s'organiser, c'est le tiers-monde. Tiers-monde, ça fait aussi référence au tiers-État, c'est-à-dire que ce tiers-monde, comme le tiers-État, majoritairement, ce sont des pays pauvres. Et ce tiers-monde, lorsqu'il va à l'ONU, il demande deux choses. Il demande une chose politique, c'est-à-dire qu'il exprime le fait que, selon lui, les histoires du bloc de l'Est, de ces deux idéologies, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, ce n'est pas son affaire à lui. Et donc, il l'affirme en disant que le tiers-monde est non aligné, c'est-à-dire qu'il ne s'aligne ni derrière un bloc, ni derrière l'autre. Et puis, d'un point de vue économique, il demande une organisation plus juste du monde, où les riches n'imposent pas des règles injustes aux pauvres. Si on fait le bilan,
on se rend compte qu'aujourd'hui, on est toujours dans un monde avec de l'injustice économique, où il y a toujours une domination des pays riches sur les pays pauvres, même si l'extrême pauvreté recule aujourd'hui. Et donc, cette emprise économique, en réalité, ça a fait que pour les pays du tiers-monde, en réalité, c'était très difficile d'être réellement indépendant et de se aligner ni derrière un bloc, ni derrière l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage.